Peut-être qu'un jour tu as déjà vu un Starship, du moins un prototype de Starship décoller et tu t'es demandé mais comment on teste? Est-ce qu'il décolle directement ou avant on retrouve différentes phases d'essai? Salut à toi, je suis Mathieu Mars et aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet. On va parler du Starship mais plus précisément des procédures d'essai et de toute la phase de test ainsi que l'installation par exemple des moteurs sur un prototype de Starship de SpaceX. Comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite vraiment à le faire, ça permet de soutenir la chaîne mais également d'être informé de toutes les nouveautés qui apparaissent ici. Il y a quelques temps, je vous ai présenté l'assemblage et la construction d'un prototype de Starship et aussi de Super Heavy. Bien évidemment, tu peux la retrouver dans la description et elle s'affiche dans les fiches. Donc une fois l'assemblage terminé, les prototypes de Starship sont transportés direction le site de lancement. Ils sont ainsi positionnés sur un support qui dispose d'un système de loquet. Et en fait, ce système de support est lui ensuite placé sur deux remorques modulaires autopropulsées, soit des SPMT. Une fois arrivé sur le site de lancement, la grue Tangzilla, qui au préalable rejoint le site de lancement, vient et soulève le prototype pour le placer sur le pad A ou le pad B. Bien sûr, là je vous parle des prototypes du type SN9, SN10 ou encore SN11. Pour les réservoirs d'essai du type SN7.2 ou encore SN7.1, on les place souvent seulement en fait sur un simple support en fer qui se trouve sur le site de lancement. Bien évidemment, tous les éléments que vous allez retrouver dans cette vidéo sont variants. Sur certains prototypes, vous allez retrouver des essais, sur d'autres non, et vous allez voir que ça peut changer en fonction de la situation du projet. Sur la seconde étape, on peut retrouver un remplissage. Avant de réaliser des vols, les prototypes suivent une longue batterie de tests, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Cela permet de savoir en fait si les prototypes sont aptes pour faire un vol. Mais ces tests permettent également de récolter des données permettant d'améliorer le projet global. Tout d'abord, on retrouve un premier test qui consiste à remplir les réservoirs en azote liquide et cela permet ainsi de vérifier si aucune fuite n'est présente. On souhaite savoir en fait si les réservoirs du prototype sont étanches. Par ailleurs, cette procédure n'est pas toujours présente et cela dépend des prototypes. Par exemple, aujourd'hui, on a peu de prototypes qui sont remplis car SpaceX en fait a confiance en la structure de son véhicule Starship. Lorsque nous parlons de tests cryogéniques, il en existe deux types. Ici, nous allons voir tout d'abord le test autour des prototypes de Starship. Le test cryogénique, en fait, c'est un procédé assez simple. On remplit les réservoirs en azote liquide, soit LN2, puis on pressurise le tout. L'objectif de ce test est d'atteindre la pression minimale que doit supporter un prototype pour un vol par exemple ou une autre mission. Pour les réservoirs d'essai du type SN7, SN7.1 ou encore SN7.2, cela est très différent. En effet, ce type de prototype permet à SpaceX d'abord de récolter des données sur les différentes compositions de réservoirs. Par exemple, sur SN7, on était en inox 301L, alors que SN7.1 était en inox 304L. SpaceX a ainsi conclu via un test cryogénique que SN7.1 était plus intéressant que SN7. Tandis que SN7.2 est lui en 304L mais avec des parois d'une épaisseur de 3 mm contre 3,8 mm pour ses grands frères, eh bien SpaceX est actuellement encore en train de tester ce type de disposition. Comme je l'ai dit, le seul moyen pour comparer ces prototypes, c'est d'exécuter un test cryogénique, voire même plusieurs. Tout d'abord, on retrouve un premier test qui lui permet de voir si le réservoir arrive à supporter la pression minimale requise. Ensuite, sur la seconde phase, l'objectif de SpaceX est de mener les réservoirs jusqu'à éclatement pour savoir à partir de quel seuil le réservoir ne résiste pas à la pression. Cette seconde phase a souvent besoin de plusieurs tentatives car les nouveaux réservoirs sont de plus en plus résistants. Au Texas, à plusieurs kilomètres de Boca Chica, on retrouve le site de McGregor, un site où SpaceX développe les Raptors. Ce sont les moteurs de Starship et de Super Heavy. De plus, les moteurs sont aussi testés pour voir si les moteurs produits sont aptes à aller à Boca Chica pour être placés sur des Starships et exécuter différentes opérations. Ces tests d'allumage statique sur une longue voire moyenne durée permettent à SpaceX d'améliorer significativement ses moteurs, c'est-à-dire surtout la puissance. Par ailleurs, sur ce site, l'entreprise teste également les Merlin, c'est-à-dire les moteurs de la Falcon 9 ainsi que la Falcon Heavy, mais il est également à noter que l'entreprise de Musk développe également ses Raptors à Hawthorne en Californie, c'est-à-dire au QG de SpaceX. Les Raptors de Hawthorne sont ainsi acheminés à McGregor pour être testés. Néanmoins, quand un Raptor arrive à Boca Chica, eh bien, il y a différentes étapes
les Raptors sont transportés déjà dans une première tente et puis quand c'est leur tour de voler, ils sont transportés sur le site de lancement pour être placés sous la jupe du prototype. En gros, cette grande phase d'installation se passe en plusieurs. La première, c'est l'intégration, car effectivement, SpaceX place ses moteurs sur un module d'intégration qui peut monter ou descendre, et ensuite, une équipe se charge de l'installer. Souvent, quelques heures plus tard, une équipe se charge de vérifier absolument toutes les connexions avec le véhicule pour que cela soit parfait. Dans cette cinquième partie, on retrouve le WDR, soit le Wet Dress Rehearsal. C'est en gros la procédure de lancement rythmée par le remplissage des réservoirs avec les ergols. Sauf que là, dans un WDR, eh bien, les ergols ne sont pas transférés dans les pré-brûleurs ou pré-burners des moteurs. En gros, cette procédure n'est plus trop d'actualité depuis quelques temps, mais cela pourrait revenir avec le futur quand les nouvelles architectures arriveront, c'est-à-dire DSN15, mais pour l'instant, c'est encore inconfirmé. Le moteur Raptor est équipé de 2 pré-brûleurs. Les pré-brûleurs en fait sont des chambres à combustion plus petites. Les turbopompes du Raptor apportent du carburant, soit du méthane, ainsi que du comburant, c'est-à-dire du LOX, donc de l'oxygène liquide, au pré-brûleur. La conception actuelle du Raptor permet de faire fonctionner les pré-brûleurs séparément pendant une courte durée, 1 ou 2 secondes. Il est à noter que l'énergie produite par les pré-burners permettent ainsi de faire tourner des turbines et alimenter les turbopompes. Alors un allumage statique ou une mise à feu statique, qui est aussi surnommé Static Fire par nos amis anglophones, c'est un test qui permet de s'assurer qu'aucune fuite est présente, mais aussi du bon fonctionnement des moteurs. Au lieu de mettre en route séparément les pré-brûleurs, ici les deux sont actifs et les gaz, eux, passent par la chambre de combustion où la combustion est active pendant quelques secondes avant l'arrêt des moteurs. En gros, si c'est une réussite, on passe au test suivant, et si c'est un échec, on analyse et si besoin, on change les Raptors pour comprendre et les envoyer à l'analyse sur les sites de type Hawthorne ou McGregor. Dans cette avant-dernière partie, on retrouve souvent des tests mineurs avant le décollage du prototype. On parle des tests des ailerons, qui sont bien sûr en mouvement grâce à des moteurs électriques Tesla, ou aussi on peut parler des RCS. Alors les RCS en français, on appelle ça un système de pilotage par jet de gaz. Sur Starship actuellement, on est sur de l'azote, mais dans le futur, on parlera de micro-raptors qui vont fonctionner au LOX et au méthane. De plus, on retrouve également l'installation du FTS, soit Flight Termination System, nommé en français le système de cessation de vol. En gros, c'est un système qui permet au véhicule de s'autodétruire si une anomalie est détectée en vol ou que par exemple on retrouve un véhicule qui sort de la zone de sécurité. Ainsi, on retrouve des charges explosives qui sont localisées dans 2 blocs blancs qui sont eux en fait armés quelques heures avant le décollage. Ainsi, la dernière partie, une fois que les tests sont effectués avec le go de la FAA bien sûr, les prototypes peuvent décoller avec l'objectif de prendre de l'altitude, se mettre sur le ventre pour réaliser un belly flop, et ainsi de se diriger vers un flip pour que le véhicule atterrisse. L'objectif est ainsi d'atteindre une dizaine de kilomètres en altitude, puis d'atterrir comme neuf, tout en évitant de finir en morceaux. Voilà, tu sais absolument tout sur les batteries de test autour des prototypes de Starship. Comme d'habitude, je t'invite à mettre un j'aime à cette vidéo si cela te plaît. Tu peux me retrouver sur Twitter, Instagram, Facebook et Discord pour voir toutes les actualités autour des prototypes de Starship. Et nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Matt sur Mars, allez bye.